Monsieur le ministre, vous m'offrez l'opportunité de réitérer au nom de l'ensemble du personnel de l'unité en charge de la formulation de ce second programme. L'atelier de ce jour s'inscrit dans le cadre de la démarche inclusive menée depuis le début du processus de formulation et qui constitue un rendez-vous important pour partager, informer, échanger, mais surtout recueillir votre avis sur les activités que nous menons. Aujourd'hui, nous partagerons avec vous les résultats préliminaires des études de faisabilité des projets que nous avons identifiés pour adresser la contrainte majeure à la croissance, pour l'adresser en tout cas au MCC, donc cette contrainte majeure à la croissance que nous avons identifiée ensemble et qui, pour rappel, porte sur le coût élevé de l'énergie et le faible accès à l'électricité en milieu rural et en milieu urbain. Nous sommes conscients que votre expertise et l'intérêt que vous accordez au développement du secteur, n'est-ce pas? Nous sommes conscients de ça et nous sommes confiants quant à l'atteinte des objectifs et recommandations qui vont être issus de cet atelier. Monsieur le ministre, pour terminer, je voudrais juste vous remercier et rappeler que vous avez été désigné point focal pour le gouvernement du Sénégal par Monsieur le Président de la République, alors que vous n'étiez pas encore ministre de l'Énergie. En son temps, vous étiez ministre des Infrastructures et des Transports, et vous avez eu à faire preuve de beaucoup d'engagement au cours du premier compact, n'est-ce pas, qui avait porté sur des infrastructures de transport et hydraulique également. Et cet engagement, vous l'avez réitéré à travers la formulation de ce second compact, et je voudrais vous remercier personnellement pour votre soutien, mais également profiter de cette tribune pour remercier Monsieur le Premier ministre et Monsieur le Président de la République pour leur soutien sans faille à l'unité de formulation et de coordination du second programme MCA Sénégal dans la réalisation de sa mission. Je voudrais également remercier très chaleureusement tout le personnel de l'ambassade des États-Unis à travers Madame Boustani ici présente, mais également toute l'équipe de MCC à travers M. David Weld qui n'a malheureusement pas pu être présent parmi nous, mais il sera là la semaine prochaine avec toute son équipe en tout cas. Les remercier pour l'engagement et la volonté à nous accompagner. Il faut dire que le gouvernement des États-Unis a mis à notre disposition 10 750 000 $ pour nous accompagner dans la formulation de ce programme. Et je voudrais vraiment saisir l'opportunité de cette tribune pour les remercier pour cela. Je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur le ministre, c'est plus que d'autres ce que c'est le défi d'un compact MCC. Il y a beaucoup de travail, je ne vais plus vous retarder. Je vous assure d'abord et surtout du soutien de l'ambassade dans votre travail. Et je vous remercie. Et de la société civile, Madame le coordinateur de l'unité de coordination et de formulation du second compact, Mesdames, Messieurs, chers invités, tous en vos grades, rangs et qualités. C'est avec un grand plaisir et un intérêt particulier que je me retrouve parmi vous ce matin pour procéder à l'ouverture de l'atelier de partage des résultats provisoires des études de faisabilité des projets que notre pays compte soumettre au financement du Millennium Challenge Corporation. Je voudrais tout d'abord, au nom du gouvernement du Sénégal, remercier très chaleureusement le MCC, le gouvernement et le peuple américain pour leur appui constant à la formulation de ce second compact MCA Sénégal. Je me plaît de rappeler que l'éligibilité de notre pays à ce second compact est, pour l'essentiel, née de la confiance renouvelée de MCC suite à l'exécution avec succès du premier compact, bien sûr conjuguée aux évaluations positives par le comité d'investissement du MCC et des indicateurs portant sur la bonne gouvernance, les investissements dans les ressources humaines et les mesures en faveur de la libération de notre économie. Je remercie également tous les partenaires techniques et financiers pour leur soutien constant au développement économique
et sociale de notre pays, notamment à travers le secteur de l'énergie. Mesdames, Messieurs, le secteur de l'énergie a été identifié comme un pilier majeur pour le développement de l'économie et la réduction des inégalités sociales et territoriales par le plan Sénégal émergent. Ainsi, pour traduire l'ambition du Sénégal qui est de garantir un accès large et fiable à une énergie bon marché, le PSE s'est assigné les objectifs spécifiques ci-après. Avoir une parfaite disponibilité d'énergie en quantité et en qualité suffisante, avoir un prix de l'électricité parmi les plus bas de la sous-région pour soutenir la compétitivité du pays avec la diversification des sources de production et l'utilisation accrue d'autres sources telles que les énergies renouvelables, le gaz naturel, l'hydroélectricité et le charbon. Diminuer de moitié la facture d'électricité des ménages, supprimer les coupures d'électricité et les pertes associées, accélérer l'électrification rurale pour atteindre l'accès universel en 2025. Et enfin, la promotion de l'économie et de la maîtrise de l'énergie. Dans ce cadre, je voudrais saisir l'opportunité de cette tribune pour rappeler que le gouvernement du Sénégal compte capitaliser les atouts majeurs suivants pour l'atteinte des objectifs visés à travers le PSE. Premièrement, ce sont les récentes découvertes de gaz et de pétrole. Deuxièmement, la position géographique du Sénégal, qui est à la porte d'entrée de l'Afrique, ouverte sur l'Europe, les Amériques et pour un marché autour de 300 millions de consommateurs au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Troisièmement, la stabilité politique et sociale héritée d'une longue tradition de démocratie et l'harmonie au sein de la nation sénégalaise. Toutefois, il existe par ailleurs des défis auxquels nous devons faire face maintenant. Le premier des défis, c'est de tirer le maximum de profit du marché de l'électrification du West African Power Pool qui sera opérationnel à partir de l'année prochaine. Deuxièmement, c'est de bâtir et capitaliser les ressources pétrolières et gazières sur la base d'un système à partir de 2021. Troisièmement, c'est d'offrir un environnement des affaires favorable de sorte à garantir l'attraction de l'investissement privé dans tous les secteurs et surtout le secteur de l'énergie pour qu'enfin le compact soit un levier pour attirer le secteur privé international. Et enfin, mettre en œuvre des réformes idoines qui s'accompagnent à ces différents changements. Mesdames, Messieurs, il est heureux que le second compact Millennium Challenge Corporation ou Millennium Challenge Account pour le Sénégal soit consacré entièrement au secteur de l'énergie eu égard à la contrainte majeure identifiée à l'entame du processus de formulation portant sur le coût élevé de l'énergie et le faible accès de l'électricité en milieu rural et périurbain. Je demeure convaincu que lever cette contrainte avec la mise en œuvre du second compact que nous avons l'ambition de signer avec le MCC en décembre 2018 contribuera fortement à l'amélioration de la productivité des entreprises et des ménages. C'est pourquoi je voudrais encore une fois saluer la pertinence des 4 projets identifiés de façon participative, inclusive à travers une large consultation des acteurs publics, privés et de la société civile pour adresser la dite contrainte. Il s'agit des projets ci-après. Premièrement, diversification des ressources de production, d'optimisation du parc et gestion de la demande qui vise à réduire le coût de l'énergie
pour les ménages et les entreprises par la réduction du coût de service de l'électricité et de Sénélec. Deuxièmement, amélioration de l'accès à l'électricité en milieu rural et périurbain, qui vise à promouvoir le développement de chaînes de valeur et l'accès à l'électricité dans les zones isolées à faible densité de charge. Appuyer le processus de sélection des tracés, identifier la présence de contraintes majeures, fournir un estimé des coûts liés à la réalisation des études d'impact environnemental et social détaillées qui vont découler de cette étape-là, et présenter un estimé des coûts de mesures d'atténuation. Donc, le résultat, ça va être de réaliser des études d'impact et social préliminaires, donc c'est ce qu'on est en train de faire, et de faire des termes de référence pour la réalisation d'études d'impact détaillées. Donc, dans ce contexte, on a repris tous les aspects techniques qui nous ont été présentés sur les projets de la boucle de Dakar. Donc, je vais passer un après l'autre et vous faire un résumé des enjeux environnementaux qu'on a identifiés. Donc, en ce qui concerne le premier, la section Kounoune-Patte-d'Oie, donc entre le tracé souterrain qui part de Kounoune à Patte-d'Oie, on a fait une analyse des principales contraintes environnementales et sociales. Les principales se situent, parce que là le tracé longe l'autoroute existante, donc c'est à partir de ce point-là où le tracé va rejoindre le poste de Patte-d'Oie, où on a identifié certains enjeux environnementaux et sociaux à prendre en considération. Donc, notamment au niveau du tissu urbain qui est très dense dans cette zone. La zone aussi est occupée par des activités commerciales. On a aussi la présence de pépinières et de bassins de rétention. On a des zones d'entreposage aussi, de matériaux potentiellement dangereux. On a la présence de zones de niailles aussi, et la présence potentielle de lieux sacrés et de sites historiques. Et pour terminer, la présence de zones d'entreposage informelles. Donc c'est les éléments qu'on a identifiés sur ce tracé. On a fait le même travail pour la zone entre Kounoune et Cap des Biches. Donc à l'écran, sur cette carte-là, on a regardé les tracés souterrains qui sont proposés et l'arrivée aussi, le départ à partir du poste de Kounoune. Donc ici, nos collègues ingénieurs ont identifié deux alternatives qu'on a regardées aussi, les contraintes environnementales et sociales. Donc la variante 1 longe une rue collectrice. Donc ici, la variante 1, présence de bâtiments, de terrains de jeu. Le tracé traverse ces éléments-là, la présence d'un stade et de quelques mosquées à proximité. L'emprise aussi est occupée par quelques activités commerciales. Ici, vous pouvez voir, ça croise le TER et on a identifié aussi un potentiel de sol contaminé. On a fait le même travail pour la seconde variante un peu plus longue. Donc, cette variante aussi longe une rue existante. Donc, ça, c'est moins d'impact anticipé. Il y a quand même la présence d'une zone industrielle quand on arrive évidemment près du poste de Cap des Biches. Ça croise aussi le TER. Il y a à l'arrivée ici, il y a un milieu un peu plus naturel avec quelques arbres et aussi la possibilité de sols contaminés. Donc, par contre, au départ de Cap des Biches, de Kounoune, pardon, ici c'est au départ de Rive Cap des Biches, pardon. Ici, c'est situé très près de la rive, donc ça part directement en sous-marin. Donc, en ce qui concerne, on a fait le même travail pour la partie sous-marine, donc entre Cap des Biches et Rive Bel-Air. Donc, Cap des Biches et Rive Bel-Air. Donc, on a aussi rencontré les parties prenantes impliquées qui nous ont aidés à identifier ces enjeux environnementaux. Donc, c'est un travail qui a été fait de manière inclusive aussi, donc avec des rencontres avec les principales directions concernées et aussi d'autres parties prenantes. Donc, au niveau des enjeux environnementaux, évidemment, c'est une zone proximité de la zone de pêche. Donc, avec le banc de Bel-Air où la pêche est interdite, qu'on a identifié ici. On anticipe aussi la perturbation temporaire
au niveau de la rive. Perturbation temporaire du fond marin, évidemment, durant les travaux. La remise en suspension de contaminants, parce qu'effectivement, ici, il est anticipé qu'il y a des sols contaminés. Donc, il va falloir avoir à faire une analyse et s'assurer que ces sols, lorsqu'il y aura les travaux, ne vont pas créer des problèmes dans la baie au niveau de l'utilisation de la pêche. Donc, ça va être des éléments sur lesquels on va insister. Et pendant les travaux aussi, il pourrait y avoir du bruit sous-marin. Donc ça, c'est des éléments aussi qu'il y aura des mesures d'atténuation qui sont proposées. Au niveau des enjeux sociaux, donc cette zone-là, évidemment, il y aura une perturbation temporaire des activités de pêche. Donc c'est surtout cette zone c'est cet élément-là qui sera affecté et qui est pratiqué entre autres par la communauté Lébou. Donc, c'est un élément qu'on a identifié. Et aussi la perturbation temporaire des activités récréotouristiques. Parce que lorsque le tracé part de Cap-des-Biches pour arriver à la rive Bel-Air, évidemment, ici, il y a une zone un peu à vocation récréotouristique. Donc, c'est un élément qu'il va falloir prendre en considération. Donc là, comme ma collègue l'a présenté, c'est une carte qui a synthétisé tous les éléments, les principales contraintes techniques et environnementales. Donc c'est une synthèse de tout le travail qui a été fait de collecte de données pour identifier tous ces éléments-là. Donc je ne rentrerai pas dans le détail, mais ça nous permet évidemment de valider le tracé et de proposer des ajustements au tracé si nécessaire. Et le dernier élément qu'on a regardé, évidemment, c'est rive Bel-Air à Bel-Air. Donc, on a regardé, la partie technique propose un tracé souterrain qui arrive à rive Bel-Air pour se diriger jusqu'à la centrale au poste Bel-Air. Donc, encore une fois, ici, le tracé longe une rue collectrice. Donc, on anticipe évidemment moins d'impact. Ça passe sur une plage privée, donc comme je l'ai dit ici, il y a l'enjeu de la connexion entre le sous-marin et le souterrain. La présence d'activités rétro-touristiques aussi, comme j'ai mentionné précédemment. Ici aussi, on a identifié le cimetière catholique de Bel-Air. Donc un élément aussi, le tracé ne va pas rentrer sur cette zone-là, mais il faut prendre ça en considération et rassurer les parties prenantes à ce niveau-là. Ici, on a la base militaire, donc, ce qui offre aussi peu de... Ici, on a le port, donc le tracé passe entre ces deux éléments-là. C'est un élément aussi d'utilisation du territoire à prendre en considération. Et ici aussi, on a un petit milieu avec présence de végétation et d'arbres entre la rive entre la rive et la route. Donc, pour terminer, on a fait une estimation préliminaire des coûts de l'étude d'impact environnemental et du PGES, qui est des mesures de gestion qui sont à prévoir. Donc, pour chacun des éléments que je vous présentais, on a fait un estimé de ces coûts-là. Donc, Kounoune Patte d'Oie, un estimé qui est présenté environ 113 000 $. Kounoune Cap-des-Biches, 190 000 $. Donc, c'est un peu plus long, avec plus de mesures de gestion à prévoir. Rive Bel-Air aussi, assez court, mais aussi quand même, il va falloir faire une étude d'impact détaillée. Et enfin, pour Cap-des-Biches, Rive Bel-Air, donc la partie sous-marine, donc évidemment, l'étude d'impact à prévoir et les mesures sont un peu plus importantes parce que c'est un milieu qu'il faut caractériser, qui demande des études plus substantielles à faire. Donc, de la même manière, on a en parallèle, dans nos termes de référence, il fallait travailler sur le cadre politique de réinstallation. Donc, le MCC souhaitait que les impasses et les impacts sociaux anticipés soient intégrés à l'intérieur d'un cadre politique de réinstallation. Donc, on a travaillé sur on a regardé les cadres politiques préparés par le MCC, on a fait des rencontres encore avec les parties prenantes et on est en train de travailler avec l'ADEC sur le processus d'approbation du CPR. Donc, de la même manière, en parallèle, pour voir au niveau des impacts sociaux, on a fait un travail pour estimer les impacts anticipés sur les tracés qu'on vous a proposés. Je termine bientôt. Donc, ça, ici, c'est la méthodologie. Donc, on caractérise les contraintes, on regarde chacun des milieux, on caractérise les milieux selon
l'utilisation. Donc ici, c'est une image qui montre comment on travaille. Donc on prend le milieu, on travaille avec nos équipes de géomatique et les informations et toutes les données existantes, et on identifie les contraintes. Donc, et ça nous permet... voilà, excusez-moi. Et ici, pour terminer, on a fait le même exercice donc, pour faire un estimé préliminaire des impenses sur ces zones-là. Donc, Kounoune, Patte-d'Oie, je ne reviendrai pas sur ces éléments-là, mais on remarque que c'est la zone Kounoune, Patte-d'Oie, d'où les impenses sont les plus importantes. Je m'appelle Fatou Boli, je suis le chef de département exploitation du système électrique au niveau de Sénélec. Bon, avant tout, quand même, j'aimerais me joindre également aux remerciements pour la bonne qualité des restitutions. Voilà. Moi, ma première question, en fait, est relative à l'activité 4100, donc à compter de la page 50, qui parle un peu de l'étude de la réserve tournante et de la stabilité du réseau. Parce qu'en fait, la préoccupation aujourd'hui, c'est que nulle part, on a fait mention du code du réseau, qui est aujourd'hui quand même l'une des composantes les plus importantes en termes de stratégie de la réserve. Quand on voit aujourd'hui le taux de pénétration quand même des énergies renouvelables intermittentes, qui est très important, et également la part des IPP aujourd'hui sur le réseau interconnecté de Sahel, qui frôle pratiquement les 50% ou même plus à très court terme. Donc aujourd'hui, ce code réseau est d'une importance capitale, parce que c'est ça qui va nous permettre de contraindre effectivement les IVP à participer en fait à la réserve tournante. Donc pour moi aujourd'hui, cette composante liée au code réseau quand même mérite d'être, disons, mise très haut. Bon, en fait, les deux autres questions, en fait c'est des questions, c'est par rapport à l'activité 3100, page 7, pour la marge et la flexibilité. On a recommandé la mise en réserve frontalière. J'aimerais bien savoir ce qui a motivé cette recommandation. Si on sait qu'aujourd'hui, la centrale C6, qui est quand même une centrale relativement neuve et assez performante, est au niveau de Bel Air. Donc là aussi, ça mérite quelques clarifications. Ma dernière question, en fait, c'est par rapport à l'activité 3200, à la page 24, qui concerne l'alimentation des mines de Kébémer. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a motivé le choix du poste de Tobel. Donc, si on sait que Sakal est beaucoup plus proche de Kébémer. Merci. Rapport. Donc, pour le renforcement, donc, vous avez souligné l'ajout d'une troisième ligne Patte-d'Oie-Anne, l'ajout aussi d'un troisième transformateur de 75 MVA, donc à Kounoune. Mais dans la présentation donc, qui a été faite aujourd'hui, on voit que ces deux renforcements n'y figurent plus. Donc, on aimerait bien savoir pourquoi. Il y a aussi l'extension des postes 225 de Bel Air et de Cap-des-Biches. Donc, cela, je ne comprends pas pourquoi extension, puisque ces postes 225 n'existent toujours pas. Donc, est-ce que ce ne serait pas une création qu'on devrait mettre dans le rapport? Donc, sur le poste Cap-des-Biches aussi, je vois dans deux slides, donc, pour les transformateurs 2 fois 150 MVA, et sur une autre slide, 2 fois 200 MVA. Est-ce que c'est 200 MVA ou c'est 150 MVA? Pour la liaison Kounoune-Cap-des-Biches, donc dans le précédent rapport dont je parle, donc, vous aviez mis ajout d'une ligne entre Kounoune et Cap-des-Biches. Dans la présentation, donc, je vois ajout de 2 câbles souterrains. Donc, ça aussi, cette différence-là, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui justifie. Et même cette liaison Cap-des-Biches-Kounoune, qu'est-ce qui le justifie? Est-ce que c'est vraiment une contingence ou bien c'est une sécurisation donc, en vue de la création de la boucle 225? C'est idem aussi donc, pour la liaison Cap-des-Biches aussi derrière en 225. Vous avez parlé aussi de contingence N-1 sur TTK, Touba, Tobel, Kaolack. Donc vous parlez de surcharge, mais vous ne précisez pas c'est quelle contingence, c'est la perte de quelle ligne qui entraînerait ces surcharges-là. Est-ce que vous avez pris en compte dans vos études donc, le bouclage qui est en train d'être fait entre Kaolack, Fatick et Malicounda?
rentabiliser. Donc nous serons toujours preneurs de toute possibilité de densifier les réseaux de distribution à l'intérieur des grands espaces ruraux, parce que nous couvrons quand même 25% du territoire sénégalais. Ça, c'est la partie développement de l'électrification rurale, parce qu'en général, quand on parle d'électrification rurale, on ne pense qu'à l'accès, et une fois que l'accès à l'électricité est assuré, on a oublié. Mais le concessionnaire, lui, il est là pour 25 ans. Donc, après l'accès, il y a l'exploitation. Et c'est justement cette exploitation en relation avec vos activités série 5000 qui pourrait également donner des retombées certainement modestes, hein, mais importantes pour les concessionnaires d'électrification rurale. Parce que exploiter une concession d'électrification rurale et vendre du courant très peu cher, ça veut dire qu'il faut avoir de bonnes capacités, des capacités intelligentes. Donc j'ai entendu parler de systèmes d'information, géographiques. Oui, c'est des pistes sur lesquelles nous travaillons. Nous sommes même permis de nous doter d'un géomaticien qui commence à nous géolocaliser nos lignes électriques. Nous voulons également géolocaliser nos clients, nos compteurs. Nous voulons des réseaux intelligents parce que tout ça nous permet d'exploiter la concession avec un minimum de ressources, ce qui nous permet d'arriver à cette prouesse de faire de l'électrification pas chère dans un grand espace. Nous voulons également pouvoir monitorer des centrales solaires isolées. Ça nous évitera de mettre dans chacune des 50 à 70 centrales solaires des techniciens en permanence. C'est des salaires qui sont difficilement supportables à l'échelle des villages. Et puis nous pensons également, j'ai vu du renforcement des capacités en termes finances et comptabilité. Ça nous intéresse de savoir ce que coûte un véhicule qui se déplace en kilowattheure pour pouvoir avoir cette relation exploitation et prix de vente, de pouvoir optimiser les conditions de maintenance. Donc il y a vraiment beaucoup de problématiques qui, derrière le simple fait d'électrifier, pourront contribuer à rendre cette électrification plus durable. Et ce sont des activités que nous avons pour l'instant ambitieusement inscrites dans notre plan stratégique à l'horizon 2020. Et toute contribution ou retombée dans le cadre de l'activité que vous étudiez nous sera bénéfique. Merci beaucoup. Je suis venu pour présider la restitution des études de faisabilité, des projets qui seront considérés en décembre 2018 dans le cadre du programme de MCC. Ce qu'il faut souligner, c'est l'importance d'abord de ce compact. C'est la première fois en Afrique qu'un pays eut deux compacts successifs. On venait juste de terminer un compact sur les infrastructures, que le Sénégal a pu bénéficier de ce deuxième compact qui, lui, a la particularité d'être un compact unisectoriel, donc 100% énergie, et qui est aussi un compact innovateur. Pas seulement le don du MCC, donc du peuple américain, mais l'innovation porte sur la combinaison avec le secteur privé et les partenaires techniques et financiers, que ce compact va servir comme un levier pour aider le secteur privé à venir s'associer au MCC pour les projets sectoriels énergétiques au Sénégal. On peut espérer qu'après ce compact qui durera 5 ans, tous les problèmes relatifs à l'énergie, en tout cas dans ces objectifs, ces deux objectifs, le premier qui est un objectif de coût et de compétitivité, le deuxième qui est un objectif d'accès universel à l'électrification, seront réglés définitivement.
Des études, ça sert toujours à tout le monde. Il y en a 19 projets à l'étude, on ne va pas faire 19 projets. On va mettre une priorité à ces projets. Sous contrainte, il y aura une analyse de contraintes. Donc, contraintes par rapport aux objectifs que je viens de définir. Donc, accès à l'électrification, coût. Et les autres projets qui ne seront pas retenus seront toujours là. C'est là où le secteur privé peut prendre cette opportunité et aller avec les MCC pour le financement de tous les projets qui seront à l'étude. L'étude a un champ. Je pense que par rapport à ces requêtes, le renforcement de capacités et autres, nous allons les considérer avec MCC pour voir comment le mettre dans le champ du compact. Mais nous l'avions déjà noté. Effectivement, c'est quelque chose qui est très pertinent et nous allons en prendre compte certainement la semaine prochaine lors de nos échanges avec le MCC. Et par rapport aux prochaines étapes, nous allons bien sûr aller avec les consultants sur la finalisation des études en prenant en compte des observations, recommandations et commentaires. Et également, nous allons aller sur la structuration des grandes lignes du compact, parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'équipe de MCC, de manière très complète, l'équipe technique sera au Sénégal toute la semaine prochaine. Et donc, nous allons en tout cas travailler ensemble sur les grandes lignes du compact en fonction des premières tendances des études reçues. Bien sûr, ces études-là vont être consolidées avec des activités telles que l'activité 5300 relative à la planification, donc à l'amélioration des capacités de Sénélec en matière de planification MTBT. Je pense qu'il y a aussi d'autres activités telles que les études. Il y a d'autres études parce qu'à part ces projets qui ont été indiqués aujourd'hui, il y a plein d'autres études qui sont en train d'être menées par ailleurs, telles que la viabilité financière du secteur de l'électricité, du secteur de l'électricité. Il y a aussi le willingness to pay, la volonté et la capacité à payer. Donc tous ces éléments-là, toutes ces études-là vont nous permettre en tout cas d'avoir plus de visibilité sur les projets qui vont être adressés au MCC pour faire l'objet du second compact, comme l'a dit M. le ministre, que nous ambitionnons de faire approuver à la fin de cette année. Nous allons après, entre juin et juillet, aller sur la rédaction du document de projet et pour aller aux négociations à partir du mois de septembre. Donc juin, juillet, août, nous allons travailler sur la structure du compact de manière beaucoup plus détaillée parce que l'exercice, c'est vraiment d'avoir de la qualité à l'entrée du compact. Donc vraiment de formuler un compact bien circonscrit qui répondent aux critères d'investissement qui, pour l'essentiel, portent sur les aspects de rentabilité, mais aussi le délai. Il faut que les projets qui sont identifiés puissent être exécutés en 5 ans. Parce que le compact, quand ça va être signé, ça devra être exécuté sur 5 ans, jour pour jour. Tout ce qu'on n'aura pas exécuté, l'argent va retourner aux États-Unis. Donc on a intérêt à ce qu'on ait la qualité, qu'on dessine bien les contours, la qualité à l'entrée, qu'on dessine bien les contours du compact avant sa signature. En tout cas, tous ces indicateurs, ces critères, donc j'ai parlé de rentabilité, de délai, il y a toute la problématique environnementale, sociale, genre et autres qui sont également considérées. Et vraiment, je pense que les études qui ont été menées nous permettront d'avoir ces éléments d'appréciation. Je vais peut-être juste terminer par remercier l'ensemble des parties prenantes pour l'engagement, mais aussi la disponibilité et toutes ces informations que vous avez bien voulu nous transmettre. Et c'est ça qui fait que vraiment nous avons des résultats pour pouvoir formuler un compact ambitieux qui puisse être adressé au MCC et lever la contrainte majeure à la croissance dont nous avons parlé, donc coût élevé de l'énergie et faible accès à l'électricité. Bien sûr, les rapports d'études qui vont être confectionnés seront partagés comme nous l'avons toujours fait. Les activités pour lesquelles nous n'ont pas été présentées aujourd'hui également, les rapports sur ces activités seront partagés, comme nous l'avons toujours fait depuis le début du processus, pour bien sûr recueillir vos avis. Et parce que le processus est dynamique, donc nous avons tenu à... Parce que là, vraiment, c'est assez important l'état où nous sommes. Et encore une fois, merci à tout le monde.